Bonjour à tous, alors moi je suis Lauriane Béron-Delors, je suis en première année de thèse en sciences du langage, et initialement j'ai une formation d'orthophoniste. Et aujourd'hui je vais vous parler d'écriture et de musique et vous présenter quelques données expérimentales et perspectives rééducatives. Et je vais vous parler tout d'abord de la dysgraphie développementale. Alors, qu'est-ce que la dysgraphie développementale? Selon Amstrad-Bletz et Blott en 1993, il s'agit d'un trouble du langage écrit qui affecte la motricité de l'écriture chez l'enfant d'intelligence normale qui ne présente ni déficit neurologique ni trouble sensorimoteur. Alors concrètement, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette dysgraphie développementale? Donc, vous pouvez voir sur la gauche un exemple d'écriture avec dysgraphie et sur la droite un exemple sans dysgraphie. Et donc cette animation, qu'est-ce qu'elle nous montre? Eh bien que déjà, au niveau de la trace écrite, quand on regarde là à la fin les deux mots lapins, il nous est difficile de distinguer finalement lequel des deux a été écrit par un enfant dysgraphique et celui écrit par un enfant non dysgraphique. En revanche, on a pu constater qu'au niveau du mouvement, l'écriture dysgraphique était très lente par rapport à celle qui était normale. Et donc le mouvement dans la dysgraphie développementale est systématiquement altéré. Alors pourquoi utiliser la musique dans la remédiation de la dysgraphie? Eh bien, écrire va faire appel à différents processus, et entre autres donc, des processus moteurs, des processus langagiers et également des processus émotionnels. Et la musique va nous permettre d'interagir avec ces trois processus. Donc tout d'abord, les processus moteurs. La musique, dans un premier temps, contient une composante qui est très intéressante, qui est le rythme, on en a parlé déjà précédemment, et ce rythme va servir de manière générale d'indice externe pour guider le mouvement. Donc par exemple, on va danser sur la musique. Chen, Zator et Penoum en 2008 ont décrit l'utilisation de ce rythme comme une entrée de service, une backdoor pour interagir avec le système moteur et encourager la rééducation du mouvement. D'autre part, au plan cérébral, on peut voir que les aires motrices et les aires auditives sont très proches et présentent de nombreuses interconnexions fonctionnelles qui viennent soutenir aussi cette relation entre mouvement et musique. D'un point de vue du langage, la musique peut être utilisée dans la rééducation du langage oral, tel que le bégaiement ou la dysarthrie parkinsonienne, et également dans les troubles du langage écrit, comme Michel Aviv nous en a parlé tout à l'heure, par exemple la dyslexie. Enfin, au niveau émotionnel, une étude menée auprès de sujets post-AVC, qui avait pour but de rééduquer la motricité fine, a montré que la musique avait également un effet sur l'état de fatigue et l'état dépressif des participants. Et d'autre part, une autre étude a montré que la musique permettait d'accroître les aptitudes et également l'appétence à réapprendre un mouvement qui est dysfonctionnel. Donc ces arguments nous amènent à l'hypothèse suivante: un entraînement en musique pourrait aider à la rééducation de la dysgraphie parkinsonienne, et a abouti à cette étude de cas que je vous présente maintenant. J'ai eu la chance de suivre un petit garçon de 6 ans, Gaël, qui était droitier, qui a été testé par une orthophoniste et par un psychomotricien et qui, au testing, ne présentait ni trouble du langage ni trouble de la motricité. En revanche, ce testing a mis en évidence des troubles isolés de l'écriture. Et vous pouvez voir en regard de cette description la performance au BHK, qui est le test d'évaluation de l'écriture. Donc la performance de Gaël. Et quantitativement, il obtient en lisibilité un score qui le situe à moins 4,7 écart type de la moyenne des enfants de son âge, et au niveau de la fréquence, donc le nombre de lettres écrites en 5 minutes, il obtient un score qui le situe à moins 1,9 écart type de la moyenne. Donc ce petit garçon, nous l'avons suivi pendant 12 semaines de rééducation, 12 séances en fait, à raison d'une séance par semaine. Et alors les séances étaient organisées, comme vous pouvez le voir ici, selon un protocole pré-test entraînement post-test. Donc lors du pré-test, elle écrivait 4 fois le mot lapin et 4 fois le mot cellule sur tablette graphique, et le post-test était strictement identique. Et entre les deux, il réalisait un entraînement qui était composé d'exercices graphomoteurs. Vous pouvez voir les boucles, etc. Et donc le protocole, les séances étaient combinées, étaient associées en fait
2 à 2, donc en paire de séances. Et au sein de la paire, il y avait un entraînement qui se déroulait en musique. Donc par exemple, si lors de la première séance, l'entraînement se déroulait en musique, lors de la deuxième, l'entraînement était strictement identique, mais ne contenait pas de musique. Et donc au terme des 12 semaines de rééducation, nous l'avons réévalué avec le BHK pour pouvoir évaluer globalement en fait, l'effet du protocole. Donc concernant nos analyses, nous avons donc tout d'abord effectué une comparaison entre les deux BHK, donc avant et après la rééducation, et ensuite nous nous sommes intéressés à l'effet de la musique en comparant les performances post-test des séances réalisées en musique aux post-tests des séances réalisées sans musique. Et donc, ces post-tests, ils ont été analysés d'une part avec un jugement de lisibilité, qui a été effectué par 12 adultes naïfs, qui devaient donc regarder par exemple le premier cellule de la séance 1 et effectué en musique, et le premier cellule de la séance 2 également effectué sans musique, et dire lequel des deux était le plus lisible. Ensuite, donc, comme les tests avaient été réalisés sur tablette graphique, on a pu analyser les variables dynamiques de vitesse, de fluidité, donc qui se calculent en disfluence, c'est-à-dire en nombre de pics d'accélération dans l'écriture, la durée, le nombre d'arrêts, de levées, la longueur du trait et la pression du stylo exercée sur la tablette. Donc pour la comparaison des deux BHK, déjà visuellement, on peut voir qu'il y a une nette évolution de l'écriture de KL à la suite donc, du protocole. Et quantitativement, donc son score à la lisibilité, le situe désormais à moins 1,7 écart type de la moyenne. Et en fréquence, donc alors qu'il écrivait 23 lettres en 5 minutes avant le protocole, 12 semaines après, il écrivait 58 lettres en 5 minutes, donc ce qui le resitue à 0,5 écart type au-dessus de la moyenne. Maintenant, concernant l'analyse de l'effet de la musique, donc concernant la lisibilité, on ne remarque aucune différence entre les cellules écrites après l'entraînement en musique et les cellules ou les lapins écrits après l'entraînement sans musique. En revanche, au niveau des variables cinématiques, on peut voir donc, sur ce graphique en gris foncé donc, les performances réalisées après les séances en musique et les performances en gris clair réalisées après les séances sans musique. Donc on obtient un effet en faveur de la musique pour la durée du tracé, la vitesse d'écriture et le nombre de disfluences du mouvement. Donc, on a pu observer une nette amélioration donc, de l'écriture de KL, qui est à nuancer, l'effet du protocole en tout cas là-dedans est à nuancer, puisque KL a suivi pendant ces 12 semaines également une scolarité tout à fait normale. Et en plus, donc, il existe un effet de test-retest du BHK qui a pu aussi donc, favoriser cette amélioration. D'autre part, on obtient des effets qui sont légers mais significatifs en faveur de la musique sur la vitesse et la fluidité de l'écriture, sans que cela impacte sur la lisibilité. Enfin, un résultat qualitatif mais pas moins important, KL a rapporté un réel plaisir à réaliser les séances lorsqu'elles se déroulaient en musique. Et en plus de ça, donc, cette appréhension qu'il avait au début à écrire a diminué au fur et à mesure du protocole. Donc, cette première étude de cas donc, soutient le potentiel de la musique dans la remédiation des dysgraphies développementales. Au-delà de la dysgraphie, il nous permet de penser que la musique pourrait être utilisée en soutien aux différents apprentissages, et c'est ce qui a été soutenu aussi donc, durant tout ce congrès. Enfin, donc, il nous permet de penser que la musique pourrait être utilisée dans la prise en charge d'autres formes de dysgraphie, cette fois-ci des dysgraphies acquises, donc liées à une pathologie, telle que la dysgraphie parkinsonienne, que je vais vous présenter maintenant. Alors, qu'est-ce que la dysgraphie parkinsonienne? Elle est classiquement associée à une micrographie, donc qui est une réduction de la taille de l'écriture, alors que la dysgraphie développementale est plus généralement associée à une macrographie. Cette micrographie, elle est non systématique, elle concerne environ un patient sur deux et se manifeste de la manière suivante. Donc vous pouvez voir sur cette figure
différentes occurrences de la signature d'une même patiente, à chaque fois à 1 an d'intervalle. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, son écriture tend à diminuer. Donc, cette dysgraphie, elle est aussi associée, cette fois-ci systématiquement, à des troubles du mouvement de l'écriture qui viennent affecter la vitesse et la fluidité du mouvement. Alors, pourquoi utiliser la musique dans la remédiation de la dysgraphie parkinsonienne? Je vous montre une petite vidéo. Donc ici, vous avez un patient qui souffre de la maladie de Parkinson et qui présente vraiment la symptomatologie entre guillemets classique. Vous pouvez voir qu'il a un tremblement de repos au niveau de la main gauche, pardon. Il a une marche qui est vraiment lente et difficile, peu fluide. Et puis il a une rigidité aussi au niveau de ses membres supérieurs. Et donc ce patient va mettre la musique. C'est le même. Et donc cet effet de la musique, il a de vrais fondements neurophysiologiques. Alors, c'est un petit peu barbare, désolé. Donc sur cette figure, en fait, qui a été élaborée par Mombella en 2014, sur des données de marche, en fait, on peut voir que lorsque le mouvement de marche est initié par la personne, c'est le réseau en jaune qui vient s'activer. Et lorsque la marche, elle est effectuée avec une musique, eh bien, on a un réseau en blanc qui vient se surajouter pour aider en fait à contrôler le mouvement. Et c'est très intéressant dans le cadre de la maladie de Parkinson, puisque le trouble du mouvement qu'on retrouve dans cette maladie, il est lié en fait à un déficit de la boucle jaune. Et donc, quand la musique vient, la boucle blanche, donc agit comme un réseau de régulation motrice compensateur, en fait, qui va permettre de refluidifier le mouvement. Alors nous sommes demandé comment optimiser la musique dans la rééducation de la dysgraphie parkinsonienne, et dans le laboratoire dans lequel je travaille, donc le laboratoire de neurosciences cognitives, la méthode de sonification musicale a été développée. Donc c'est une méthode qui permet d'asservir la musique au mouvement d'écriture, donc le mouvement forme et déforme la musique, et en fait le stylo agit un petit peu comme la baguette du chef d'orchestre. Quand cette baguette accélère, la musique accélère, et si la baguette ralentit, l'orchestre suit et la musique ralentit. Donc encore une fois, je pense qu'une vidéo sera plus parlante. Donc nous avons testé cette méthode auprès de 2 groupes de participants parrainés, un groupe de 12 participants contrôle et un groupe de 12 participants parkinsoniens qui étaient sous leur traitement habituel, sous les effets de leur traitement habituel. Au sein d'un protocole toujours de type pré-test, entraînement, post-test. Donc durant le test, le pré-test, les sujets réalisaient une ligne de boucle, écrivaient le mot cellule 4 fois et signaient. Ensuite, ils avaient une phase d'entraînement, donc toujours des exercices graphomoteurs, cette fois-ci sous 3 conditions. Donc le silence, la musique de fond, comme présenté tout à l'heure avec Kaël. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Kaël avait choisi les musiques dans le protocole précédent. Là, la musique était imposée pour correspondre en fait avec la musique qu'on a servicée aussi, donc en sonification musicale. Et ensuite, donc, les participants réalisaient un pré-test qui était strictement identique un post-test strictement identique au pré-test. Et donc ce bloc entraînement post-test
été répétées 3 fois, de façon à ce que chaque participant puisse voir chacune des 3 conditions une fois. Et donc l'ordre de répétition, l'ordre d'apparition de la condition était contrebalancé d'un participant à l'autre. Les données ont été recueillies sur tablette graphique, toujours, ce qui nous a permis d'analyser les variables suivantes, donc de vitesse en millimètres par seconde, de tempo, donc là on s'est intéressé aux boucles et on a calculé le nombre de boucles réalisées en une seconde, également donc à la hauteur et à la fluidité, mais dont je ne vous parlerai pas de manière exhaustive aujourd'hui puisque les résultats sont encore en cours d'analyse. Donc dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la comparaison des performances au pré-test pour voir s'il y avait une différence entre nos deux groupes, donc le groupe parkinsonien et le groupe contrôle. Et nous avons pu montrer qu'il n'y avait pas de différence significative entre la réalisation de la boucle et la réalisation donc, du mot cellule, mais qu'en revanche, les participants parkinsoniens signaient plus lentement. Alors il faut savoir que la signature nécessite un mouvement d'écriture très automatisé, c'est le mouvement le plus automatisé de l'écriture, ce qui nous permet de penser que la maladie de Parkinson aurait un effet, donc ralentirait en fait les mouvements les plus automatisés. Ensuite, nous nous sommes intéressés à l'effet de la condition, donc pendant la condition. Et donc nous avons pu observer, vous pouvez voir sur ce graphique, la vitesse d'écriture représentée en blanc pour la condition silence, en gris pour la condition musique et en vert pour la condition sonification musicale. Donc un effet significatif en faveur de la sonification musicale sur la vitesse d'écriture. Donc la sonification musicale va augmenter la vitesse d'écriture. En revanche, contrairement à ce qu'on avait observé dans le premier protocole, on n'observe pas d'effet de la musique sur la vitesse d'écriture, et donc on se demande peut-être la musique va-t-elle avoir un effet sur le tempo. Donc le tempo maintenant, de nouveau sur ce graphique, vous pouvez voir le tempo représenté en blanc pour la condition silence, en gris pour la condition musique et en vert pour la condition sonification musicale. Donc un effet sur le tempo en faveur de la musique et de la sonification musicale par rapport à la condition silence. Donc, la musique et la sonification musicale ont un effet sur le tempo de l'écriture. Elles augmentent le rythme de l'écriture. Donc, dans cette étude, nous avons pu voir que la musique et la sonification musicale semblaient avoir un effet spécifique sur le tempo de l'écriture, que la sonification musicale semblait avoir un effet spécifique supplémentaire sur la vitesse d'écriture, ce qui nous permet de faire le lien avec ce modèle neurophysiologique que je vous ai présenté tout à l'heure, qui avait été élaboré sur des données de marche. Donc on peut penser que potentiellement, pour l'écriture, c'est la même chose qui se passe en présence de la musique. Ensuite, donc l'effet de la sonification musicale sur la vitesse semble maintenu quelques temps après, donc ça c'est les analyses que nous avons poursuivies. Et enfin, dans nos résultats, donc il semble qu'aucune des modalités n'ait eu d'effet sur la fluidité du mouvement, contrairement à ce qu'on avait pu trouver dans notre étude menée sur une dysgraphie développementale. Donc, je tiens à remercier maintenant mes deux directeurs, donc Jérémy Dana du laboratoire de neurosciences cognitives et Serge Pinto du laboratoire Parole et Langage, ainsi que Jean-Luc Vellier pour sa participation dans nos projets d'écriture, et également le service de neurologie pathologie du mouvement de la Timone, et particulièrement Alexandre Zebio, donc, qui nous a permis de rencontrer les patients parkinsoniens. Et je vous remercie pour votre attention.